Depuis l'Antiquité, on laboure pour ameublir le sol et préparer les semis. Pendant des siècles, on l'a fait avec des animaux et des outils rudimentaires. Aujourd'hui, on laboure pour les mêmes raisons, mais la machinerie est beaucoup plus lourde et autrement plus puissante, ce qui a des conséquences sur tout ce qui vit dans le sol. Les galeries des insectes et des animaux bénéfiques comme les vers de terre sont détruites, les réseaux de champignons mycorhiziens déchirés. Dès qu'on travaille nos sols, on brise ces chaînes de mycorhizes-là. Ils vont se reformer parce que la nature est extrêmement résiliente. Mais à mesure qu'on a un sol qui s'appauvrit, qui devient mort, entre guillemets, on a un paquet de carences qui apparaissent dans les végétaux. Pourquoi l'agriculture conventionnelle utilise les engrais de synthèse et les pesticides? C'est parce que le sol n'est pas vivant. Si les pratiques modernes ont contribué à nuire aux écosystèmes, on peut désormais penser l'agriculture autrement. Et des solutions existent pour redonner vie aux sols dégradés. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut faire des écosystèmes cultivés plutôt que de faire des monocultures avec des champs à nu entre les rangs. Pourquoi ça fonctionne quand on couvre les sols? Parce qu'on imite la nature. C'est pas juste une question d'écologie, c'est une question de production aussi, aujourd'hui et demain, dans notre proche futur. Après la pause, comment gérer les plantes de couverture? Couvrir le sol, ça apporte toutes sortes d'avantages. Ça permet de lutter contre l'érosion, d'améliorer la fertilité, la structure du sol, et ça peut se faire en bio comme en conventionnel, à grande comme à toute petite échelle. Nous retrouvons Jim Bryson au mois de juin. Depuis notre dernière visite, les plantes citrouilles ont pris de l'ampleur. Cette vigne va pousser de 20 à 25 cm par jour. Les fleurs seront bientôt pollinisées. S'il veut espérer battre le record de la plus grosse citrouille, Jim Bryson doit traiter son sol aux petits oignons. Et pour éviter de l'épuiser, il fait des rotations. Voici l'une des parcelles qui accueillera les citrouilles de 2022. L'automne dernier, Jim a planté ici du seigle et de la vesse velue. Ces plantes ont survécu à l'hiver et sont reparties de plus belle au printemps. En s'associant avec les bactéries du sol, la vesse, comme toutes les légumineuses, arrive à capter l'azote de l'air. Cet azote sera ensuite disponible pour fertiliser les citrouilles. Le seigle, qui produit une masse racinaire impressionnante, contribue quant à lui à améliorer la structure du sol. Et comme il faut de la variété, même quand on nourrit des micro-organismes et des vers de terre, Jim saupoudre ses plantes de feuilles mortes. Il assaisonne ensuite le tout d'un mélange de 12 graines différentes. Et puis, il brasse. Avant de tout couper, je sème les graines de la prochaine culture. Dans 10 jours, elles auront germé. Comme ça, il y a toujours quelque chose qui pousse. C'est comme dans la nature. On ne voit jamais une terre où il ne pousse rien. Il y a toujours des plantes. C'est la clé pour bâtir le sol. Pendant l'été, Jim coupera ainsi 3 fois son couvert pour maximiser la fertilité de sa terre. Et à sa grande surprise, sans aucun labour, les petites graines déposées à la surface finissent toujours par germer, malgré l'épaisse couche de tiges et de feuilles. Ça fait 5 ans que je fais ça. Et à chaque fois, je me dis que ça ne marchera pas. Mais ça fonctionne toujours. Je n'ai pas labouré depuis. J'ai une charrue flambant neuve. Mais je pense que je ne l'utiliserai jamais. Cette façon de faire a complètement changé l'allure du sol. La fille de Jim, Kelsey, qui partage aussi sa passion pour les citrouilles géantes, s'étonne de la différence. Quand j'étais jeune, puis quand on tournait le sol, tu pouvais voir, la terre n'était pas fertile comme elle est aujourd'hui. Il y avait moins de vers de terre, il y avait moins de biodiversité dans le sol. Auparavant, on croyait que la terre idéale était formée de grains fins, comme du seigle. Maintenant, on sait qu'une terre en santé est pleine d'agrégats. Le mot à retenir ici,
c'est biodiversité. Chacune de ces petites semences deviendra une plante de couverture qui nourrira le sol à sa façon. Plus on va mettre de racines, plus on va structurer le sol, plus on empile les couches de carbone qui devient de l'humus, plus on est résilient à la sécheresse. Et lorsque la plante et ses racines vont se décomposer, une foule d'éléments nutritifs seront alors disponibles dans le sol. Quand j'emmagasine dans un tissu d'une plante, exemple comme ce sarrasin-là, j'emmagasine des éléments nutritifs dedans, ils ne peuvent pas partir au vent, comme le phosphore part dans les cours d'eau ou par érosion éolienne. Ils ne peuvent pas partir au vent, ils ne peuvent pas se perdre. Ils sont transformés en humus, puis cet humus-là va se minéraliser le moment venu. Couvrir les sols en permanence permet donc d'éviter ceci. Le mois de mai, c'est le mois des semis, mais c'est aussi celui des panaches de poussière. Quand on sème dans un sol à nu, c'est le spectacle qui s'offre à nous. Ce que le vent transporte ici, c'est de la précieuse terre arable. Et ce sont aussi des résidus d'engrais et de pesticides. Et voyez ce qui arrive quand on sème dans du vivant. Pas une seule particule de sol ne s'envole. Ici, un champ de seigle reçoit un semis de soya. Plus lourd, ce semoir a été adapté pour pouvoir planter les graines directement à travers la couverture vivante. Mais ce qui sera vendu au final, c'est le soya. Il faut alors éviter que le seigle ne vienne lui faire de l'ombre et pomper toute son eau. Maintenant que cette culture de couverture a rempli sa mission de nourrir le sol, il est temps de la détruire. On sort donc le glyphosate pour se débarrasser du couvert et laisser la voie libre à la culture principale. Agroécologie ne signifie pas agriculture biologique. Les pesticides ne sont donc pas strictement interdits. L'agroécologie, son maillon faible, c'est l'utilisation des produits phytosanitaires, donc les herbicides plus particulièrement. Pour débarrasser un couvert comme ça prend du glyphosate. On a développé des techniques où on utilise un peu moins de glyphosate, mais on en utilise encore. L'agroécologie insiste beaucoup sur la transition vers des systèmes agricoles ou des systèmes alimentaires durables. Donc, dans cette perspective-là, utiliser du glyphosate, ce n'est pas agroécologique, mais on peut comprendre qu'un agriculteur, dans une transition vers une agriculture durable, va peut-être l'utiliser pendant un certain temps, mais avec l'objectif quand même de pouvoir s'en passer à plus ou moins brève échéance. Alors, que faire si on veut réduire l'utilisation des herbicides et qu'on ne veut pas non plus nuire au fragile équilibre qui règne dans le sol? Une partie de la solution se trouve peut-être dans l'histoire qui suit. Nous sommes à Princeville, à la ferme de Michel Thibodeau. Quand le seigle est beau, c'est une super protection contre le gel. Là. Je pense qu'avec la veste velue, on aura encore une meilleure protection. Aujourd'hui, 2 agronomes qui suivent les champs de ce producteur ont fait le déplacement. Car Michel Thibodeau se livre à une expérience plutôt inusitée. On va aller voir ça dans le champ, en tout cas, fait que... Parfait. En ce 10 juin, le seigle atteint les épaules et malgré les apparences, ceci est un champ de soya. Comme la ferme de grande culture est en régie biologique, impossible pour Michel Thibodeau d'utiliser des herbicides. Pour se débarrasser des mauvaises herbes, il aurait pu faire comme ses confrères producteurs bio et sarcler entre les rangs. Moi, j'aimais pas ça, sarcler, de un. Donc, quand t'aimes pas quelque chose, tu deviens jamais bon. Donc, j'ai vite mis les sarcleurs dans l'entrepôt puis passé à d'autres choses. Il a donc adopté la technique du soya dans du seigle roulé. Le seigle va être aplati à 3-4 endroits. Là. La tige va être brisée à peu près à tous les 6 pouces. Là. Puis, une fois qu'il est bien aplati au sol, là, ben, il va mourir là, il va sécher. Puis là, il va faire un paillis de paille, si on peut dire, là, de paille de seigle. L'idée de rouler une culture n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, des producteurs bio aux États-Unis se servent de rouleaux pour détruire entièrement des cultures de couverture. Aux États-Unis, ils ont plus longue saison où ils pouvaient rouler le seigle puis après ça semer un soya en étant assez certain de le rendre à maturité. Là. Pour éviter que le seigle ne repousse après avoir été roulé, il faut attendre sa pleine floraison, ce qui arrive vers la mi-juin. À cette date, il est déjà très tard au Québec pour semer du soya et espérer avoir une bonne récolte.
Chez Michel Thibodeau, le rouleau, conçu par l'agriculteur et fabriqué sur mesure, permet donc d'éviter le soya semé 1 mois plus tôt entre les rangs de seigle. La particularité, c'est que c'est tous des rouleaux de 20 pouces, donc il reste un espace pour le soya qui n'est pas roulé. Ici, à l'automne dernier, est-ce que c'était ton radis moutarde, tout ce champ-là ici? C'était les 2 rangs de radis moutarde. La technique a débuté l'automne précédent. L'agriculteur a semé 2 rangs de seigle qui ont survécu à l'hiver et 2 rangs d'une culture de couverture. Ici, c'était de la moutarde et du radis, qui, eux, sont morts à la saison froide. C'est dans cet espace libre qu'il a implanté son soya début mai. Le but de mettre du seigle, c'est vraiment de faire un paillis qui va empêcher le plus possible la croissance des mauvaises herbes. L'agronome Julianne Wilkinson mène un projet de recherche pour mesurer l'impact de cette approche novatrice. Ce que ça fait, le seigle, c'est qu'il y a un petit peu moins de lumière qui va pénétrer dans le couvert végétal. Donc, le soya, il va chercher la lumière. Ce qu'on remarque sur les plants, c'est que la tige est peut-être un petit peu étiolée là, par rapport à un soya qui serait semé pas dans un couvert végétal. Michel Thibodeau peaufine cette technique depuis 2018. Le rendement de son soya est équivalent au soya sarclé dans sa région. Le producteur sauve aussi plusieurs passages de machinerie et donc de l'argent. Selon ses calculs, les économies atteignent en moyenne 250 $ l'hectare, sans compter les avantages pour la vie du sol. Ta faune, ta flore, tout ce qu'il y a dans le sol change. Là. Tu tombes avec un métabolisme de sol qui est beaucoup plus rapide, puis qui est capable de prendre du carbone, le transformer, prendre de la matière sèche, la transformer en humus stable. Et il est convaincu qu'il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. La technique conventionnelle avec du Roundup Ready, là, ça fait 30 ans qu'on fait ça là, avec du Roundup Ready. Là. Il y a des producteurs qui l'améliorent encore là, même. Là. Fait que si on avait mis autant d'efforts pour mettre au point des techniques comme ça, puis ça faisait 30 ans qu'on les pratiquait, on serait probablement bien ailleurs qu'on est là. Là, je l'ai fait avec du seigle, mais un jour, des producteurs vont l'essayer avec d'autres types de plantes. Puis peut-être les résultats vont être encore meilleurs. À un moment donné, on va arriver avec des choix de plantes puis des ingénieries de machines qui vont faire en sorte qu'on va vraiment bien maîtriser la technique avec un impact à long terme, un impact sur le sol qui sera meilleur. Depuis le début de cette émission, on vous parle de l'importance des racines pour la santé des sols. Mais de quoi ont-elles l'air au juste? Voici comment s'expriment certaines plantes sous la terre. Dans une obscurité sans fleurs ni couleurs, règne pourtant une grande beauté. Ces dessins, on en compte plus de 1000, sont le travail titanesque d'une botaniste autrichienne, Laure Kuchera. Pendant plus de 40 ans, avec sa petite équipe, elle a déterré minutieusement des plantes dans une foule d'environnements pour en dessiner ensuite le profil racinaire. Souvent, la partie aérienne, les tiges, les feuilles, ne représentent même pas 50% de toute la biomasse de la plante. Cette collection, à la frontière de l'art et de la science, a été entièrement numérisée et donne à voir l'étonnante face cachée des plantes.